Końskie, de l'Union des Nations à l'Union européenne. L'évolution du milieu naturel du territoire actuel des terres de Koński et de la ville de Końskie a débuté il y a plusieurs millions d'années. Ce milieu s'est formé dans des conditions maritimes et continentales en fonction des mouvements de l'écorce terrestre et du rayonnement solaire à la surface de la Terre. Il est possible de reconstituer de manière très précise les changements de ces conditions ainsi que les étapes de l'évolution du milieu naturel en analysant les profils géologiques des monts de la Sainte-Croix, Góry Świętokrzyskie, et la ville de Końskie se trouve sur leur versant nord en pente douce. Plus précisément, la ville est située dans la partie nord-ouest de la voïvodie Świętokrzyska. Après la dernière glaciation, appelée la glaciation de Mendel, l'homme est arrivé sur ce territoire. Les terrains actuels de Końskie apparaissent sur la scène de l'histoire des dizaines de milliers d'années avant Jésus-Christ. C'est justement ici que se trouvent les plus anciens sites archéologiques culturels créés par l'homme sur le territoire de la Pologne. À la préhistoire, la zone de versant, couverte d'une forêt sauvage, située au nord des monts de la Sainte-Croix, n'était pas une région très peuplée. Les traces de bourgades du néolithique sont ici fortement dispersées, montrant ainsi qu'on exploitait uniquement les meilleurs sols. La colonisation était aussi faible pendant l'âge de bronze. Pendant des milliers d'années, des peuples, aussi bien nomades que sédentaires, sont passés par cette région, laissant des traces plus ou moins lisibles. Ils montraient un intérêt particulier pour ces terrains, notamment à la fin du Paléolithique et pendant le Mésolithique, en raison de la présence de gisements de silex nécessaires à la fabrication d'outils et d'ocre à des fins décoratives. Des outils en pierre, racloirs, grattoirs et étrilles en pierre, et des restes d'eau d'animaux vivant en climat froid, loups et ours, se sont conservés. 2500 ans avant Jésus-Christ, on extrayait ici du silex utilisé pour la fabrication de haches en pierre. Elle constituait un objet de troc avec d'autres tribus d'Europe centrale. Les touristes de toute la Pologne et de l'Europe se rendent au mont de la Sainte-Croix pour y admirer leurs paysages splendides, alternant élévation de terrain et vallées. À la belle saison, les touristes y parcourent leurs sentiers, intéressés par la beauté naturelle des fourrés séculaires, des versants dépourvus d'arbres et couverts de blocs erratiques, des réserves forestières, de l'éloquence historique des monuments et de leurs histoires étonnantes. La configuration et l'étendue des terres couvertes de forêts, les conditions de vie résultant du contact direct avec la nature, la rudesse du climat, tout cela a favorisé le développement d'une pensée magique, d'une métaphysique populaire spécifique qui, de différentes façons, a influencé les contes narrant des phénomènes et des personnages créés à l'époque. Des sorcières dansant avec des diables, des esprits de l'air, des esprits de noyer, de bonnes ou de méchantes belles princesses peuplent cette terre, la rendant ainsi étonnante et pleine de mystères. Par ailleurs, les réalisations et les œuvres des personnes originaires d'ici ou y vivant appartiennent au trésor de la culture nationale. Les monts de la Sainte-Croix constituent le berceau de la culture polonaise et de sa langue, une source inépuisable de vieilles légendes et de mythes.
En désirant retrouver une Pologne idéale, il ne faudrait pas chercher dans ces régions frontalières, mais justement au fin fond de la Pologne, en son cœur, dans la voïvodie świętokrzyskie. En écoutant l'histoire de la ville de Koński et de sa région, nous pouvons entendre les grands esprits de nos lointains ancêtres, grâce auxquels nous existons. Nous avons des coutumes, notre langue, une architecture, une sculpture, une peinture, une poésie, un théâtre et avant tout, un territoire économique limité par des frontières. Chaque région du monde peut se prévaloir de pareilles réussites. Pourtant, certaines d'entre elles ne peuvent pas se prévaloir d'une histoire aussi longue de l'évolution de sa civilisation et de son industrie. Les conditions naturelles l'ont favorisée grâce aux gisements de minerais de fer, de sable et d'argile. Des rivières et des ruisseaux, passant par la région, fournissaient de l'énergie hydraulique et les gigantesques forêts permettaient de faire du charbon de bois exploité dans les fours métallurgiques et à verre. La région de Świętokrzyskie, dont Ziemia Koniecka, constitue la partie nord, abonde en vastes gisements de minerais de fer. Les débuts de l'exploitation de minerais contenant du fer remontent à un lointain passé. Dans la grotte Haj, on a retrouvé des traces de colorant minéral rouge et des broyeurs en pierre pour pulvériser la peinture. Ce qui prouve que ce colorant, fabriqué à partir d'hématite, type de minerai riche en fer, était connu de l'homme préhistorique, néandertalien. La plus ancienne mine d'hématite à ciel ouvert de l'époque du Paléolithique existait déjà, il y a 11 000 ans, sur le territoire occupé plus tard par les villages de Wejwe, Nowy Młyn et Grzebowa Góra, près de Skarżysko. Depuis l'Antiquité, ce minerai a eu une grande influence sur les fondements de l'évolution des activités de fabrication. Des temps les plus anciens jusqu'à nos jours, des entreprises de l'industrie métallurgique produisent à Koński du fer et différents articles en fer. Environ la moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, on peut observer une relance assez significative de l'activité économique sur ces terrains qui, pendant cette période, sont devenus l'élément d'un important centre de métallurgie du fer, le plus important qui, jusqu'ici, a été découvert et exploré en Europe. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, la métallurgie de bas foyer, basée sur les minerais de fer et le charbon de bois facilement accessibles, s'est développée. Le fer a donné une importance particulière au terrain entre la Vistule et la Pilica, ce qui a beaucoup influencé la répartition et le type des bourgades établies par la population locale. Sur de vastes terrains, des milliers de petits fours métallurgiques fumaient, groupés en rangées ordonnées, comptant d'une quinzaine à plus de 200 unités. Ils servaient à transformer les minerais limoneux de fer à basse teneur et aussi des minerais exploitables, par exemple le minerai d'hématite. Le four de l'époque, bas foyer, c'est-à-dire formé d'un petit tertre en argile d'un demi-mètre de diamètre, enfoncé dans la terre d'un demi-mètre aussi, permettait d'obtenir une quinzaine de kilogrammes de fer commercial. Afin d'obtenir une telle quantité, il fallait fondre environ 200 kg de minerai durant 24 heures. Le bon fonctionnement d'un tel four était assuré par 1 ou 2 fondeurs, 4 souffleurs et 1 auxiliaire, ainsi que par 2 ou 3 charbonniers bûcherons. Tout le processus, y compris les préparatifs, durait quelques jours. Annuellement, étant donné le temps et les conditions climatiques, une équipe pouvait réaliser environ 30 coulées. La datation, faite à l'aide de matériaux archéologiques ou par radiocarbone C14, indique que les premiers fours métallurgiques sont apparus sur ce territoire au IIe et au 1er siècle avant Jésus-Christ et que leur nombre augmentait au cours des 2 premiers siècles après Jésus-Christ, atteignant leur plus grande activité entre la fin du IIe et le début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Seule une partie des grandes quantités de fer fabriquées ici était destinée au marché local. Une grande partie de la matière brute et des produits de forge finis était exportée,
probablement au sud, sans doute pour les besoins de l'État germanique des Marcomanns, situé sur le territoire de la République tchèque et de la Moravie actuelle. Les Marcomanns, engagés dans de longues guerres contre l'Empire romain, avaient besoin d'une grande quantité d'armes en fer et étaient donc les preneurs les plus naturels des produits métallurgiques et de forge de cette région. À l'époque romaine tardive, il n'y avait plus beaucoup de groupes de bas-foyers qui travaillaient. Il en était de même dans le Haut Moyen-Âge. Le Haut Moyen-Âge apporte une autre image de la colonisation. Très actifs autrefois, les peuples s'occupant de la métallurgie sont partis ailleurs, en laissant ces terrains inhabités. Nous savons très peu de choses sur ce qui s'est passé ici entre le 5e et le 10e siècle. Les traditions métallurgiques n'ont pourtant pas été oubliées et les gisements riches en minerais limoneux, commençant aux environs de Djevica et s'étendant jusqu'à Końskie et au-delà, ont de nouveau servi à fondre du fer selon une technologie de bas foyer presque identique au cours des siècles suivants. Tout près de Końskie, on a découvert de nombreuses traces de bourgades de l'époque du Haut Moyen-Âge, surtout du Xe, XIIIe siècle. Ces traces de colonisation, assez nombreuses, suggèrent qu'au cours des siècles Xe et XIIIe siècle, l'activité économique et la colonisation augmentaient de plus en plus aux alentours de Końskie. Il n'existe aucune source écrite sur Końskie d'avant le XIIe siècle. Pourtant, grâce aux informations postérieures, nous savons que cette localité était située au bord d'un terrain couvert d'une forêt vierge dense, sur des terres pauvres, desquelles surgissent des roches en grès rouge. Des prairies s'étendent sur des terrains uligineux. L'importance de cette localité augmentait grâce à une voie de commerce appelée Russe, menant jusqu'à la Russie, jusqu'à la Grande Pologne et à la mer Baltique, grâce à une autre voie de commerce, hongroise, menant de la Hongrie jusqu'à la mer Baltique également. Depuis l'aube de l'histoire jusqu'en 1945, la bourgade initiale, et dans les siècles suivants la ville de Końskie et ses environs, a successivement appartenu à trois familles puissantes. Les Odrowąż, tirant son origine de l'élite de l'aristocratie médiévale et venant probablement de République tchèque ou de Moravie, puis les Małachowski, dont la fortune provenait de l'époque du règne des Augustes de Saxe en Pologne. Enfin, jusqu'en 1945, Końskie appartenait à la famille des Tarnowski, qui, selon certaines anciennes sources, serait d'origine allemande et viendrait du pays du Rhin. La plus ancienne mention écrite concernant Końskie vient du premier quart du XIIe siècle. Un document établi par le cardinal Gell confirme qu'en 1124, Końskie appartenait à Prandota de Prandošim, souche de la famille d'Odrowąż. Le domaine de Końskie était à l'époque composé de Końskie et de 6 autres villages: Popowo, Kazanowo, Stare Odrowąż, Gosań, Nieszwin, Modliszewice et plus tard Dżebautów. On écrivait sur ce qui suit, sur les débuts de l'activité des Odrowąż sur ce terrain.
Le vieux Prandota et ensuite son fils palatin Saoul ou Chaveu tenaient à Końskie des fermes ressemblant beaucoup à celles, par exemple, du châtelain princier de Radom ou de l'intendant de l'évêque de Tarczek ou de Kielce. De ce point de vue, Końskie ressemblait à toute autre ville fortifiée qui, je le rappelle de nouveau, était en même temps une gigantesque ferme. Le palatin Chaveu vivait d'ailleurs, tel un châtelain, dans sa ville, près du Końskie d'aujourd'hui, au milieu d'une forêt sauvage et entouré d'eau. Comme chaque seigneur puissant de cette époque, il contribuait à des fondations pieuses. Par exemple, il a fait don, sous forme de dîme, de son cellier de Końskie à l'abbaye de Przemyślno. Plus tard, son petit-fils, l'évêque Iwo, a donné à une abbaye de cisterciens qu'il avait fondée à Mogiła une dîme de miel de la même tenue rabaille et plus tard une dîme du troupeau de Końskie, en précisant que les moines pouvaient choisir les poulains. Le miel, la cire, le gibier, les castors, si le prince accordait le droit de les chasser, les martres et les loirs, voilà ce qui était avant tout amassé dans ce cellier seigneurial. Les troupeaux de Świeżopy, c'est-à-dire les chevaux, les troupeaux de cochons et de bétail à cornes qui s'arrêtaient dans les enclos, appelés yaté, dans les forêts, constituaient la source principale de revenus de cette exploitation agricole qui était encore très extensive et où la culture de la terre avait encore très peu d'importance. Il faut souligner le fait que dans les sources citées, l'élevage des chevaux jouait un rôle important, et que cela a pu être la cause de l'invention du nom de la localité, si caractéristique et univoque. Il n'a été découvert aucune trace d'une place au début du Moyen Âge à Końskie. Peut-être n'a-t-elle jamais existé dans cet endroit, ou bien les constructions postérieures l'ont complètement supprimée. Nous disposons pourtant d'autres précieuses découvertes archéologiques du terrain de cette ville qui nous révèlent qu'au XIe siècle, Końskie constituait une place centrale considérable dans la Pologne des Piast. Une de ces découvertes, par exemple, constitue l'un des plus grands cimetières entièrement explorés, datant du début du Moyen Âge. Les recherches à Końskie faisaient partie des premières grandes fouilles en Pologne et étaient mentionnées à côté de celles de Biskupin, Złota et Sandomierz. Jusqu'à ce jour, du fait que l'ensemble historique a été exploité de manière exhaustive et correcte, le cimetière de Końskie constitue une des sources d'informations les plus appréciées sur notre culture du XIe siècle. Końskie, village héréditaire, était d'abord la propriété de la famille Odrowąż, autrefois célèbre, qui a donné à la Pologne plusieurs saints. Déjà au XIIe siècle, les Odrowąż précédaient leur signature de la mention Palatin de Końskie. Même avant, pendant le règne de Bolesław Ier le Vaillant, Saoul de Końskie assistait à la confirmation des droits du monastère świętokrzyski. Un autre Saul, aussi comte Odrowąż de Końskie, est mentionné dans une lettre du monastère de Przemyślno, précisant qu'en 1145, il a accordé à ce monastère une dîme de son village natal de Końskie. Bienheureux Iwo Odrowąż, évêque de Cracovie, fils de Séoul, successeur de bienheureux Vincente Kadłubek, notre chroniqueur, considéré comme saint au moment de sa mort le 21 juillet 1229, était aussi originaire de Końskie. Les saints frères Jacek et Czesław Odrowąż et leur sœur, bienheureuse Bronisława, dont bienheureux Iwo était l'oncle paternel, n'étaient probablement pas indifférents à Końskie. Pieuse Sophie, fils de Stanisław Odrowąż de Szprowa, femme du comte Jean Tarnowski, châtelain de Wojnice sous le règne de Sigismond de Pologne, descendait aussi de cette famille. Les Odrowąż, résidant à Końskie, ont commencé à s'appeler de Końskie. Ceux qui vivaient à Modlicewice, village voisin, s'appelaient de Modlicewice,
D'autres encore sont devenus ceux de Białachów, etc. Le don de l'évêque de Cracovie, Iwo Odrowąż, de 100 faisceaux de fer forgé pouvant peser environ 2,5 tonnes au monastère de Mogiła près de Cracovie témoigne de l'activité économique intense des biens d'Odrowąż vers la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. C'est à l'évêque Iwo Odrowąż que l'on prête l'introduction de la métallurgie sur ces terrains. À l'époque, le marché des dérivés des produits de fer s'est beaucoup élargi, résultant de la popularisation de la charrue de fer au XIIIe siècle, du développement de l'armement et surtout de la grosse cavalerie ainsi que de la demande croissante de l'artisanat fabriquant différents outils, y compris agricoles. Il fallait donc rendre la production de ce métal plus efficace. En exploitant la chute d'eau pour faire tourner la roue hydraulique, introduite approximativement au XIIe siècle, on a réussi à construire des fours métallurgiques beaucoup plus grands que dans le passé. On a commencé à utiliser généralement la roue pour introduire le mouvement du marteau. On l'exploitait dans les moulins à blé, les scieries, les fouleries pour fouler le drap et broyer l'écorce de chêne utilisée dans le traitement des peaux, dans les papeteries ou dans les usines métallurgiques pour la coulée de minerais et de verre. Vers 1550, il était possible de compter au moins 40 forges sur le territoire de Ziemia Konecka. Il apparaît que les forges les plus connues de l'époque étaient celles de la très énergique famille Duracz. Qu'est-ce qui a décidé de la localisation des usines de fer justement ici ? Bien évidemment, le minerai de fer, présent dans la région, les forêts fournissant du bois pour faire du charbon, ainsi que les ruisseaux et les rivières rendant possible le remous et l'exploitation de sa puissance. Comment ces établissements étaient-ils créés ? Un maître de métallurgie, ou, comme on disait à l'époque, koujnik, concluait un accord avec un seigneur, propriétaire du terrain. Ou bien, il obtenait le privilège du monarque dans un endroit où les conditions étaient favorables. En vertu d'un tel accord, il recevait un terrain soumis aux droits héréditaires. Il y construisait à ses frais, ou avec l'aide du seigneur, une forge, une usine métallurgique composée d'un four métallurgique, d'un marteau puissant et d'un simple four de forge appelé kovalicha. Il fallait aussi prévoir l'accumulation d'eau en construisant un étang. La construction d'une forge entraînait donc des dépenses importantes et un maître de métallurgie, koujnik, se distinguait fortement des autres artisans par sa richesse et sa position sociale. Son accord avec le seigneur lui assurait des possibilités illimitées d'extraire le minerai et d'exploiter la forêt pour faire du charbon de bois. Comment étaient les forges de l'époque ? Pendant la période approximative de 1400 jusqu'à 1680 et même 1720, une usine métallurgique ressemblait à un moulin, au moins du fait de sa partie principale, constituée d'une grande roue de bois, ensuite de fer, que l'eau faisait tourner. C'était une telle caractéristique pour les usines métallurgiques que les impôts dépendaient du nombre de ces roues. La roue, entraînée par l'eau, actionnait les soufflets du bas-foyer et le marteau. Dans le bas-foyer,
On posait les couches de minerai en les alternant avec le charbon de bois. Les soufflets soufflaient à côté. La cuisson dans un four durait 5 à 6 heures. Le fer fondu, mélangé aux scories, mou et pâteux, était placé sous les marteaux et était battu pour éliminer les scories. La masse obtenue était divisée en plusieurs schistes et les pièces obtenues étaient fondues encore une fois. On les forgeait ensuite de nouveau au marteau. Il faut ajouter qu'à part l'industrie de fer, il existait au XVIe et au XVIIe siècle un centre de verrerie important, une quinzaine d'usines situées près de Radošice et dans la région des collines Koneckie. Les Odrovonches étaient une famille ramifiée, régnant sur de gigantesques étendues de terre entre Częstochowa, Radom, Cracovie et Sandomierz. À cela s'ajoutaient des propriétés en Silésie près d'Opole, et dans la région frontalière au sud et à l'est, aux alentours de Przemyśl, Lwów et Haliç. L'histoire des Odrovonches se compose de plusieurs siècles de chevalerie polonaise médiévale, dont sa fierté, son honneur et ses coutumes prenaient modèle sur celle de l'Europe de l'Ouest. C'est une épopée chevaleresque particulière dans laquelle Koński a aussi sa place. Quel que soit l'endroit du monde duquel on vient à Koński, les yeux du voyageur sont attirés vers une très belle image, l'édifice de l'église, une collégiale sous l'invocation de Saint Nicolas et de Saint Adalbert, située au centre-ville. Les événements qui y sont liés et son histoire font partie intégrante de la vie des nombreuses générations de gens vivant ici. Par l'attitude active du clergé, qui aidait à sauver la vie des habitants, à maintenir le sentiment de dignité et de fierté nationale, à stimuler le développement et à atteindre la prospérité de Końskie, l'Église catholique témoigne de l'héroïsme des citoyens de la ville et constitue sa partie indispensable. Nous ne savons pas quand a été construite ici la première église. Selon certaines descriptions, à l'origine, l'église paroissiale était située ailleurs, dans un endroit appelé autrefois Kościółki, et ensuite Kościeliska, aujourd'hui Browary. À l'origine, l'église était située sur une colline, près d'un étang, à côté d'une route menant à un poste de traitement métallurgique appelé Wąsosze, où, de nos jours, il existe encore des fondations. Cet endroit s'appelle Kościółki. L'ancienne église devait être construite en pierre. Si, dans les siècles postérieurs, on voyait à Kościółki, Kościelisko, les fondations de l'ancien temple. Au XIIe siècle ou au début du XIIIe, il a probablement été déplacé au village héréditaire des Odrovonches, au centre de Koński. À l'origine, à la place de l'ancienne église, il y avait une croix de bois. Puis, vers 1770, sous l'invocation de Sainte-Anne et de Saint Jean-Baptiste, une église a été construite. À partir de 1778, immédiatement après la consécration de l'église, on a commencé à enterrer les morts à côté. Actuellement, c'est l'une des plus grandes nécropoles de Pologne, plus ancienne que celle de Powązki à Varsovie, créée en 1790. L'église, sous l'invocation de Saint Nicolas, a été déplacée au centre de Koński. Elle est ornée d'un tympan roman, situé au-dessus d'une porte qui date du début de la Renaissance. Le tympan comprend une riche ornementation végétale stylisée et un motif central en forme de croix et d'arabesque accompagné d'un soleil et d'une étoile. Au-dessous, il y a l'inscription suivante: Ecclesia Sancti Nicolai de Novo Restaurata ad de 1120.
On peut lire dans certaines sources littéraires qu'en 1120, il a été restauré un ancien temple dont les origines remontaient au temps de la christianisation de la Pologne pendant le règne de Mieczysław et de Bolesław le Vaillant. La dalle a probablement été enlevée de l'ancienne église pendant la démolition de ses murs à Kościułki et déplacée ici. Selon la tradition, Iwo Odrowąż aurait été le fondateur de ce temple dans les années 1218-1229. Il existe donc une certaine divergence entre les écrits et la tradition racontée. Le débat concernant la date de fondation de l'église de Saint-Nicolas n'est toujours pas terminé. Il est possible de lire la date 1120 sur la porte en pierre du temple. Certains pensent pourtant que cela résulte d'une lecture erronée du nombre 1520, écrit dans le style du début de la Renaissance, où le chiffre 5 ressemblait au 7 ou au 1 d'aujourd'hui. La date a pu être forgée par un Français cistercien qui aurait suivi les règles de construction romane. En France, les chiffres arabes étaient déjà connus au Xe siècle en raison de son voisinage avec l'Espagne. D'après certaines personnes, 1520 se réfère à une transformation et non pas à la construction de l'église de Saint-Nicolas comme on le croyait avant. Il a comparu devant nous un homme honorable et vertueux, Stanislas, héritier de Końskie et le quintier de l'église paroissiale là-bas, et il nous a raconté qu'un jour, par un hasard inattendu et soudain, sa maison située sur le terrain de l'église mentionnée a complètement brûlé. Et dans cet incendie ont disparu tous les privilèges, droits, documents concernant la fondation, l'équipement et l'érection. L'incendie a tout détruit, comme cela a été décrit, mais nous ne savons pas si seul le toit a brûlé, ou toute l'église, ou encore s'il ne restait que les murs. Nous savons uniquement que dans les années 1493-1520, il a été procédé à la reconstruction de l'église à Końskie. En raison de l'incendie qui a dévoré la maison située sur le terrain de l'église et toute la documentation concernant sa construction, il est difficile aujourd'hui d'établir la date exacte. Nous pouvons pourtant supposer, en prenant en compte la description de l'aspect de la première église, qu'elle a gardé sa forme architectonique et qu'on a utilisé les pierres taillées qui avaient servi à la construction du temple à Kościelisko. On décrivait sa beauté et son histoire spirituelle de la manière suivante. L'édifice est entouré d'un cimetière, autrefois clos par une palissade, et maintenant entouré de chênes. Dans le cimetière, il y a des arbres. À son entrée, les dévots d'aujourd'hui ont fait construire un portail assez haut avec une tour, fait de briques et de pierres, ainsi que des bardeaux. Sur la tour, il y a 2 cloches et une horloge qui sonnent encore, et interrompt de son son répétitif la solitude et le silence de la cité. Dans la tour, il y a de petites pièces où sont gardés des objets appartenant à l'église. La vue de l'édifice de l'église et de la tour située devant elle est la plus belle lorsqu'on se place derrière la place rectangulaire, plantée de peupliers, située juste en face du cimetière, devant la façade de l'église. La nuit, quand la lune éclaire la terre de sa lueur argentée, c'est une image presque miraculeuse et mélancolique. De derrière les arbres, on peut voir la tour et derrière elle somnole un édifice ancien, incarnant l'Antiquité de toute sa poésie et de son charme. Il paraît que la lune, qui éclairait déjà cet endroit il y a des dizaines d'années, te murmure à l'oreille un long et curieux récit, alors que les feuilles de tilleul bruissent au cimetière. Et tu aimerais écouter ce conte, car il est magique, car il vient des temps passés.
Les années du déluge suédois ont apporté de fortes destructions à Końskie et à ses environs. Les Suédois ont pillé l'église de Saint-Nicolas. L'étendue de la dévastation provoquée par la guerre, incendies, contributions, pillages, faim, épidémies, a entraîné une transformation de nombreux centres à un niveau de village et un certain nombre de villages a probablement disparu. Cet état ne pouvait pas ne pas influencer la situation économique et sociale de Końskie. Pourtant, la famille Małachowski devait y voir certains avantages car elle a décidé de s'y établir. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, Końskie devient la propriété d'une autre famille très puissante, riche et connue de Pologne, les Małachowski. Les nouveaux héritiers n'ont pas commis d'erreur. Vers la fin du XVIIe siècle, l'augmentation du nombre d'habitants de Końskie était significative, ce qui n'était pas dû à la natalité, mais à l'arrivée de nouvelles familles. Comment peut-on l'expliquer ? Cela était certainement lié à la situation favorable de la localité. Końskie était traversé par d'anciennes voies de commerce médiévales, passant de l'est à l'ouest et du sud au nord. Lorsque la capitale de la Pologne a été transférée de Cracovie à Varsovie, la route appelée Voie royale passait par Końskie. Les voyageurs devaient parfois passer la nuit ici. Il était donc nécessaire d'ouvrir une auberge. De temps en temps, il fallait réparer un char. Il y avait donc du travail pour un charron. Quand un cheval perdait un fer, on cherchait un forgeron. Et le sellier ou le bourrelier réparait le harnais. Plusieurs aubergistes se frottaient les mains en signe de satisfaction quand les voyageurs entraient dans leurs auberges pour manger quelque chose. Ici se côtoyaient voyageurs et commerçants venus de partout. Il était naturel que l'échange de marchandises s'intensifie. Le commerce est devenu florissant. C'est pourquoi le nombre de résidents augmentait, entre autres le nombre de juifs, connus pour leur aptitude au commerce, au négoce et aux investissements dans l'industrie naissante. Depuis l'aube de l'histoire, le sort d'autres nations est lié à Końskie, et parmi elles, le sort des habitants juifs de Końskie mérite une attention particulière. La colonisation juive sur le territoire polonais remonte aux premiers rois de la Pologne, aux temps antiques du règne des Piastes. Nous pouvons supposer que sur les terrains de Końskie d'aujourd'hui, ils ne sont pas apparus qu'entre le XIVe et le XVIe siècle, fuyant les persécutions dont ils avaient souffert en Europe de l'Ouest. Sur le territoire polonais, ils se sentaient en sécurité et ils pouvaient développer sans contrainte leurs talents commerciaux, marchands et plus tard industriels. Końskie, centre administratif et commercial, capitale des Odrowąż, puis des Małachowski et des Tarnowski, était intéressé par le développement de ses biens et n'a donc pas imposé de contraintes aux Juifs qui voulaient exercer une activité économique sur ce territoire. La présence de cette nation à Końskie, pendant des siècles, a sans doute contribué à la domination juive dans l'économie de la ville, notamment en ce qui concerne le commerce. Les familles juives sont devenues monopolistes dans le commerce d'articles en fer, de blé, d'articles venant de l'étranger, de produits alimentaires, tissus et produits industriels. Le propriétaire du domaine Końskie Wielkie, grand chancelier de la couronne Jan Małachowski, a créé grâce à ses efforts,
en moins de 30 ans, un énorme latifundium économique, notamment dans l'industrie du fer. Le chancelier de la couronne, ambitieux et entrepreneur, est devenu précurseur de l'industrie métallurgique moderne dans Ziemia Konecka en construisant des fours métallurgiques et des manufactures. Il a aussi commencé à construire, à côté du château en bois déjà existant, un nouveau palais prenant pour modèle les édifices imposants de l'époque saxonne. Koński reçoit le droit de devenir une ville en 1729. Cependant, Jan Małachowski n'obtient du roi de Pologne Auguste III la reconnaissance de cette localité comme ville et l'établissement de la charte de sa fondation, conformément au droit municipal de Magdebourg, que le 30 décembre 1748. Cette date marque le début de Koński en tant que ville. Nous informons par la présente lettre, en mémoire éternelle, à son Excellence Jan de Małachowski, grand chancelier de la couronne, une nouvelle localité, en vertu de notre privilège, de ses biens héréditaires appelés Końskie Wielkie. Nous lui permettons de constituer et de fonder une ville, de la construire, de l'entourer de fossés, de digues, d'eaux et de fortifications à son goût. De faire venir des bourgeois, marchands et artisans de tout métier, des citoyens de toutes sortes et classes sociales, de gérer et former des gens, d'importer et de vendre des marchandises de tout genre. Cette ville, constituée de cette manière, s'appellera à perpétuité Końskie Wielkie. Pour la croissance économique de Ziemia Konecka et de Koński, le plus important était le développement de l'industrie du fer, stimulé par la famille Małachowski, qui a contribué à la création d'un centre métallurgique moderne dans Ziemia Konecka dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. À l'époque, la coulée du fer en Pologne était basée sur le procédé de hauts fourneaux. Cette technologie de production était très supérieure à celle qui était utilisée avant. À l'époque, les hauts fourneaux avaient plus de 7-8 mètres et même jusqu'à 10 mètres de hauteur. La fonte brute obtenue du haut fourneau, après avoir refroidi dans des moules d'argile et de sable, était dure et peu flexible à cause de la présence concentrée de charbon. C'est pourquoi, près des hauts fourneaux, étaient construits des postes de traitement métallurgique appelés aussi świeżarki, c'est-à-dire des fours dans lesquels la fonte était soumise au processus de décarburation et d'oxydation à une température de presque 1300 degrés, permettant ainsi d'obtenir le fer forgeable. Koński est aussi lié à l'histoire des Allemands, des familles emmenées par les Małachowski de Saxe et de Bavière pour travailler dans les usines et autres établissements métallurgiques de Koński. De là vient le nom d'un quartier à Koński, Bavière, où s'installaient les nouveaux venus. Koński est devenu un centre administratif et économique. Le commerce s'est développé, surtout celui du fer. De nombreuses colonies de familles allemandes et silésiennes sont arrivées pour assurer le fonctionnement de l'usine d'armes fondée en 1750. À Końskie, une usine de voitures et de carrosses a été construite et était située là où actuellement se trouve la rue Lipowa. L'artisanat s'est développé et le nombre d'artisans a augmenté, ce qui a entraîné la création des premières corporations. En 1754, les serruriers et les armuriers ont obtenu les premiers statuts de corps de métier et 6 ans plus tard, ils ont été accordés aux cordonniers et aux couturiers. Quant aux charrons, ils ne les ont obtenus qu'en 1779. À l'époque, la vente de produits de forge, de fer, à Końskie dépassait le chiffre d'affaires de Varsovie, la capitale.
Pour les ouvriers et les maîtres qui l'avaient emmené, Małachowski a fait construire des maisons assez imposantes, faites de bons matériaux, et il les a convaincus de continuer leur travail. Les gains principaux étaient tirés des produits de forge et de la production d'armes. Grâce à cela, la localité devient plus importante, car, dans un lieu désert et dans un monde désordonné, apparaît une localité dont le modèle est pris sur les villes allemandes. À Końskie, il y a un magasin, dépôt, de draps géré par le maître de poste. Ce magasin propose uniquement des draps polonais, cependant, les prix y sont acceptables. La ville de Końskie est le centre principal de grandes propriétés. Elle appartient au comte Małachowski. Elle possède une grande place du marché rectangulaire, plusieurs rues importantes et beaucoup de maisons au long cours. La ville est tout à fait ouverte. Elle n'est entourée d'aucun rempart, fossé ni mur. Sur la place du marché, il y a 20 grandes et longues maisons en pierre à un étage, dont 9 sont situées sur la longueur de la place et 2 en largeur en face de l'église, qui est aussi en pierre et entourée d'un mur. Les maisons dans les rues sont en bois, et les plus grandes d'entre elles appartiennent uniquement aux Juifs. Sur la place du marché vivent avant tout des artisans, en partie des Allemands, à savoir des selliers, bourreliers, charrons, serruriers, tanneurs, bouchers, boulangers, cordonniers, etc. Les autres artisans habitent près de la place du marché ou dans des rues. Les Juifs se sont appropriés tout le commerce, petit et grand, et le débit de boissons apporte des revenus aux seigneurs. En un mot, cette petite ville va très bien en comparaison avec beaucoup d'autres. L'industrie y est florissante et on peut y acheter de nombreuses choses qu'on chercherait en vain ailleurs. La population de cet endroit est de 4 ou 5 000 âmes. À Końskie, les artisans fabriquent différentes choses, comme des carrosses, des calèches, des chars de voyage, des charrettes de paysans, des bricoles, des selles, etc. Końskie appartient aux villes qui font l'honneur de notre pays aux yeux des voyageurs étrangers. Il est seulement dommage qu'il n'existe que si peu de villes semblables, même si de nombreuses localités disposent elles aussi de conditions naturelles favorables. En racontant l'histoire de la famille Małachowski à Końskie, on ne peut pas oublier le grand événement qu'était pour Końskie la visite du roi Stanislas August Poniatowski en 1787. Par contre, l'événement économique dont on se souvient jusqu'à aujourd'hui et qui a eu lieu en 1817 était la mise en exploitation d'un grand ensemble d'échoppes construits sur la place du marché entre l'église et 2 maisons situées en face d'elle. Anotarg, comme on appelait cet ensemble d'échoppes de marchands, se trouvait dans un édifice possédant une cour intérieure et a été construit aux frais du comte Stanislas Alexandre Małachowski. L'édifice a beaucoup changé l'aménagement du quartier et a contribué au développement du commerce. Le bâtiment, avec une grande cour, était construit en pierre et il contenait 24 échoppes, magasins, dans 4 ailes. C'était un édifice de plain-pied, couvert d'un toit en bâtière qui possédait 4 portails. L'édifice mentionné, construit de matière résistante et avec goût, s'élevait. Il ne masquait pas le paysage visible des étages de la maison. Informaient les autorités de la voïvodie après avoir vu le marché. Cet endroit est communément appelé Poczejółów. Il est aussi important de mentionner ici le palais des Małachowski, l'histoire de l'ensemble du palais et du parc de Końskie. La forme du palais a été obtenue grâce aux travaux entrepris par plusieurs générations de propriétaires pendant presque 200 ans.
Les débuts de la résidence de Końskie remontent à la première moitié du XVIIIe siècle, quand, vers 1740, le chancelier Jan Małachowski a ordonné de dessiner un plan du palais. On a donc élaboré des projets du palais, des bâtiments annexes, des pavillons, etc. Le tout formait un ensemble compact et, conformément à l'esprit de l'époque, correspondait à une résidence baroque du type entre cour et jardin. L'élément dominant de l'ensemble devait être le palais de 2 étages aux façades monumentales, aussi bien du côté de la cour que du côté des jardins, et richement orné de détails sculptés. Deux ailes rectangulaires constituaient le prolongement du corps principal du palais du côté sud. Elles prenaient ensuite la forme d'un quart d'ellipse et se terminaient par des pavillons avec des toits en croupe. Des pavillons analogues se trouvaient de l'autre côté de la voie traversant la cour. L'ensemble de la composition était fermé à l'est et à l'ouest par des portails entre les pavillons et au sud par une gloriette reliée à l'ensemble par une clôture en demi-cercle. Le projet a été réalisé uniquement dans la partie regroupant les 2 ailes du palais et les pavillons. La famille de Małachowski habitait dans ce qu'on appelait l'ancien palais, là où était planifiée la construction du corps principal. Un parc à la française, orné de quelques constructions et sculptures, a aussi été aménagé. Le jardin situé près du palais, appelé salon, avec ses parterres de fleurs, ses sculptures, etc., était divisé en cabinets de fonctions diverses. Pavillon, labyrinthe, fontaine. Dans la partie nord du parc ont été construites 2 tonnelles entourées de verdure. Elles ont été situées symétriquement des 2 côtés de l'axe principal du parc, se terminant au nord par un portail impressionnant. Le canal d'eau avec un pont, orné de 4 bas-reliefs représentant des têtes d'animaux, est aussi probablement de cette époque. L'axe principal se terminait au sud par une gloriette, une sorte de pavillon à colonnes, ouvert, qui est apparu dans les jardins français vers la moitié du XVIIIe siècle. Elle était ornée de vases en pierre et de pouteaux situés sur les couronnements des colonnes ioniques ainsi que d'un aigle, appelé de Stanislas, situé sur la voûte. Les goûts artistiques des propriétaires ont entraîné une modernisation de leur siège. Anna Małachowska, élevée dans une pension à Varsovie de l'époque de Stanislas Auguste, avait beaucoup de respect pour la culture de l'Europe de l'Ouest. Grâce à ses efforts, le terrain du parc a été beaucoup agrandi vers l'ouest et le nord-est. Le temple grec néoclassique du début du XIXe siècle a été l'une des premières nouvelles constructions du jardin. La transformation définitive du parc à la française en un parc anglais a été réalisée après 1825, quand la comtesse Anna a fait venir d'Italie un jeune architecte, Franciszek Maria Lanci, avec un groupe de décorateurs pour lui demander de construire plusieurs bâtiments et de transformer le jardin conformément à la mode de l'époque. Ainsi a été créée l'orangerie égyptienne en 1825, comprenant plusieurs obélisques, des arcades dans le jardin, et un peu plus tard, une clôture néo-gothique du parc avec des donjons, la maisonnette des petits-enfants, dans la partie ouest, et en 1840, la chapelle de Sainte-Anne. Lanci a aussi préparé le projet d'un grand palais à Końskie qui n'a pas été réalisé.
La famille Mauchowski participe aussi très activement à la vie politique de la Pologne et à la création de son image économique moderne. Les actions de nombreuses générations de cette famille respectable est en lien étroit avec notre histoire douloureuse, la période du partage de la Pologne fait par l'Autriche et la Russie. Les descendants du grand chancelier de la couronne, originaire de Ziemia Konecka, ont héroïquement joué des rôles significatifs dans l'histoire polonaise, en s'inscrivant en lettres d'or dans le processus de la création de l'État polonais libéré des envahisseurs. Les Mauchowski ont quitté Koński en 1869.